Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. La dernière fois, je vous ai emmené découvrir la Géorgie avec moi, pays qui n'était pas forcément au programme, mais dont j'étais si proche que je l'ai finalement ajouté à mon programme. Exactement la même histoire s'est répétée pour l'Arménie, où j'ai donc posé mes valises pour quelques jours. C'est un pays dont je connaissais pas grand chose. Je l'associais au papier d'Arménie de chez mes grands-parents, à Charles Aznavour et au génocide arménien, mais c'est tout. J'étais même pas vraiment capable de le placer correctement sur une carte. Alors pour vous situer le pays, il se trouve tout à l'est de la Turquie sans accès à la mer, avec au nord la Géorgie, à l'ouest la Turquie et l'Azerbaïdjan, au sud une petite frontière avec l'Iran et à l'est l'Azerbaïdjan encore. Je reviendrai plus tard sur les questions de frontières du pays d'actualité brûlante. La situation va bientôt devenir brûlante. L'Arménie a quelques points communs avec la Géorgie. C'est un petit pays de 3 millions d'habitants, une des premières nations chrétiennes, ancien satellite de l'URSS, et ils ont chacun leur propre langue et leur propre alphabet. Mais à part ça, c'est un pays hyper différent où j'ai appris beaucoup de choses passionnantes. Alors laissez-vous guider, je vous emmène à sa rencontre. Bon, me voilà en Arménie. Oh my god, je suis trop contente. Je suis dans un endroit complètement random. En gros, généralement, mon voyage est organisé vraiment très très à l'arrache. Et en fait, je privilégiais plutôt de demander aux gens s'ils ont des conseils, etc. Parce que là, j'avais pas spécialement glané de conseils pour l'Arménie. Et du coup, j'avais trouvé personne qui arrivait vraiment à m'aider. Et du coup, j'ai checké des blogs. Et il y avait un qui donnait notamment ce petit village de Alaverdi. Pas très loin, enfin entre là où j'étais et là où je vais, à savoir la capitale de l'Arménie, Erevan. Je me suis dit, autant m'arrêter sur la route. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, j'avais pas trop regardé ce que c'était. Et vraiment, c'est très paumé. Très paumé, mais très sympa. Après quelques sueurs froides, j'ai réussi à régler mon problème de forfait internet et d'argent et je suis donc partie faire une petite rando dans les montagnes. La météo était avec moi, les paysages étaient magnifiques, verdoyants, parsemés d'églises, de falaises à pic. Je me suis fait suivre par des cochons et j'ai rencontré un troupeau de chèvres gardé par un chien qui m'a escorté les 2 fois où je suis passée, histoire d'être bien sûre que je m'approchais pas de ses protégés. Après avoir fait un petit tour dans une église, j'ai rencontré 2 Japonais qui eux aussi ont fait la randonnée et en parlant avec eux, on a réalisé qu'on dormait au même hostel. Je leur demande donc comment ils comptent rentrer et ils me disent qu'ils prendront un bus. Alors là, je les regarde un peu ahuris parce que aucun bus ne passe ici. Bon, ils se laissent embarquer avec moi à faire du stop, ce qui marche très très bien. Et 2 voitures plus tard, on était de retour. Have a good night. Have a good night. Thank you, bye bye. Ciao. So lucky. No, mais each car did stop actually. Yeah. Like every car we saw did stop. Oh, so nice. Et le lendemain, je continue ma route. J'ai la chance de tomber sur un couple de Russes qui arpentent le pays dans leur voiture de location. Par Google Traduction interposée, ils me proposent de venir avec eux. Sachant qu'ils vont dans la même direction que moi, évidemment j'accepte. On fait un crochet pour aller voir un château qui est fermé les lundis et bien sûr, on était lundi. On reprend donc la route et ils me déposent dans une autre ville. Mon objectif de la matinée, c'est d'atteindre Sevan au bord du lac éponyme. Je me lance le défi d'y aller en stop et malgré la pluie, je trouve rapidement une voiture, puis une deuxième, qui me dépose pile devant mon hostel à Sevan, un trajet tout en musique. Au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins... Je commence donc à découvrir ce pays, surprise d'y trouver un pays peu développé. Mon excursion dans le reste de l'Arménie ne me montrera pas un pays beaucoup plus développé, sauf dans la capitale. Pour une voyageuse comme moi, ça implique un détail pas très pratique, les gens ne parlent pas du tout anglais. Ils parlent arménien bien sûr et la plupart parlent aussi russe, vestige de la période soviétique. Il y a d'ailleurs beaucoup de touristes russes en Arménie. Et là du coup je fais une random randonnée que j'ai trouvée sur un site. Et c'est parti, et là je m'élance dessus et... Enfin ouais, les paysages, c'est incroyable. C'est très étonnant, c'est... Ouais, ce côté très peu développé. Toutes
toutes les voitures, c'est des super vieilles bagnoles qu'il y avait chez nous, mais il y a des dizaines d'années. Du coup, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Oh, voilà, donc là c'est parti. Go faire une petite randonnée, voir le lac, voir un monastère. Et après, je rentrerai en stop. Et ça, les amis, ça, c'est de la neige arménienne. Oh my god! Incroyable, il y en a encore un peu. Et on l'a enregistré. C'est génial! Et me voilà arrivée au sommet du rêve. C'est le nom du sommet. Sommet qui donne une vue absolument incroyable sur le lac de Sevan, qui est donc l'un des plus grands lacs d'eau douce d'altitude en Eurasie, et en tout cas le plus grand du Caucase et d'Arménie. Et donc effectivement c'est plutôt très grand, il y a les montagnes derrière qui l'encadrent, c'est absolument magnifique. La rando était super, terminant sur une jolie église, et j'y ai abordé un couple qui parlait anglais pour leur demander de me déposer à mon hostel, ce qu'ils ont gentiment fait. Après une bonne nuit, je suis de retour sur les routes. Allez, c'est reparti. Je quitte la ville de Sevan, pas ouf. Pas hyper bonne expérience, pas hyper bonne rencontre. Et il y avait un mec à mon hostel hier, un punk allemand, qui faisait que boire des bières. Et franchement, ça m'a trop déprimée de parler avec lui, il avait une vision de la vie trop nulle. Et donc, je me casse. Loin, loin, loin. Et je vais pas si loin en réalité, parce que je vais à la capitale qui est à 60 km. Donc c'est parti pour faire du stop. J'avais un peu la flemme. En plus, il pleut à moitié. Mais Alexandre a su trouver les mots pour me motiver. Donc c'est bon, je suis sur la route. Prête à dégainer le pouce. Et c'est parti! Et j'en profite, Alexandre, pour te remercier du fond du cœur d'être autant présente dans mon aventure et de me remettre sur les rails quand ça va un peu moins bien. Bon, c'est bon, je suis arrivée dans la capitale. Il m'a fallu 3 voitures, c'était vraiment très facile. Et dans la dernière voiture, je suis ressortie avec à manger et des cigarillos. J'avais beau leur dire que je fumais pas et que je n'avais pas besoin. Ils ont vraiment trop insisté et ils me les ont mis dans les poches et voilà. Une fois arrivée à Yerevan, je m'installe dans un restaurant pour déjeuner avant de partir découvrir la ville. Je découvre une ville très différente du reste du pays, bien plus développée, avec des voitures plus récentes et pas mal de touristes. Beaucoup de bâtiments sont construits en tuf rose, une pierre volcanique locale, qui donne une teinte rosée caractéristique à la ville. Dans les escaliers de la cascade, un chouette endroit touristique à Yerevan, je tombe sur Federico, un Italien hyper sympa avec lequel je passe une partie de l'après-midi. Salut, je suis Federico et je suis italien. Yes. Alors, tu viens de passer quelques jours ici à Yerevan. Oui. Et du coup, ma question c'est, qu'est-ce que tu retiens de ton séjour arménien? Alors moi, je pense que la ville, elle est... tout le monde devrait la visiter une fois. Parce que il y a beaucoup de préconcepts, mais ils ne sont pas vrais. Et surtout au centre de la cité, les gens sont très vifs, solaires, souriants, contrairement à l'idée qu'il y a des ex-soviets. C'est vrai, pas du tout. Par contre, il y a une grosse différence, terriblement encore plus grosse, entre le centre de la cité et les périphéries. Et au centre de la cité, on peut trouver des personnes qui parlent anglais et connaissent la manière d'aider les étrangers, les touristes. Par contre, la périphérie, tu es tout seul, tu dois te débrouiller pour ta propre compte. Je confirme totalement, si en plus vous n'avez pas de voiture, il faut être débrouillard et réussir à se faire comprendre dans différentes situations. Grosse différence de développement. Oui, exactement. Des structures, des services, la nourriture ça va, elle est très similaire à la de Turquie et partiellement à la de Russie, mais ça va. Et je crois que le style arménien d'architecture, des musées, des infrastructures, impossible de français,
c'est unique dans ce genre et on peut voir en définitivement que l'identité arménienne était un peu suffoquée après les années de l'Union soviétique, mais si on cherche bien, on peut trouver la beauté de sa particularité. Mamma mia. Merci beaucoup. Sur toi. Rien à voir, mais en français, la capitale se dit Erevan, et en arménien et en transcription internationale, on dit plutôt Yerevan, avec un Y devant. Et pour mieux découvrir la ville, j'ai fait une visite guidée via l'application Free Tour que j'avais déjà utilisée à Bucarest, si vous vous souvenez bien. Hi! Hi, nice to meet you. Alice. Nice to meet you, Alisa. Nice. You were asking? No. I was just wondering what kind I'm of from souvenir is France. here. French. Oh, Yeah. cool. And you? Okay. Indonesia. Indonesia, nice. Hi, nice to Cool. meet you. Hi, And nice to meet you, Alice. J'ai fait la visite avec ces deux gars qui habitent à Jakarta et j'ai été choquée d'apprendre qu'ils étaient arrivés à Yerevan le matin même très tôt, en avion évidemment, et qu'ils repartaient le soir même pour Istanbul. Ils ne restent même pas 24 heures dans le pays et se prévaleront certainement de l'avoir visité. Vraiment, il est urgent de repenser son mode de déplacement quand on part en vacances et même de repenser globalement ses vacances. Quel sens ça a de s'extasier devant des paysages et des pays lointains si la façon dont s'y est rendu contribue à leur destruction? Bref, retournons à notre visite guidée. We'll have the walking tour for about 3 hours. If you have many questions on the way, then 3.5 hours. Depending on your questions. On the way, we'll see some of the most popular places that you must be as a tourist. I will show you some of the hidden places. And we'll have 2 culinary stops. One is going to be for bread. We're famous for our bread. Lavash is a very thin and flat bread. Everyone knows that. But you can try it everywhere. That's why I'm going to show you very, very typical bread, which is not popular. Elle nous a emmenés dans une boulangerie au coin d'une rue, toute vitrée, avec seulement un trou rectangulaire dans la vitre pour commander son pain. Le pain dont ma guide parle était un pain rond et épais, cuit en étant collé aux parois d'une sorte de puits au fond duquel il y a un feu. De grandes barres métalliques permettaient de récupérer le pain, c'était vraiment fascinant à regarder. Mais le pain vraiment connu là-bas et le plus traditionnel, c'est le lavash. Ça ressemble à une pita en plus fin et beaucoup plus grande, ça peut faire la taille, je sais pas, d'une serviette de bain par exemple. Pour en manger, on déchire des petits bouts, donc soit on les mange directement, soit on y roule des aliments dedans, un peu comme un wrap. Et sachez que depuis 2014, l'UNESCO a inscrit le lavash au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour vous dire son importance. And the second will be for juice. It's called sea buckthorn. I don't know you know it or not. It's not very, very popular. Just some certain countries use it. Armenia is one of them. So we're gonna try it. It's a very nice one. On a fait un autre arrêt pour boire un jus d'argousier qui peut se consommer froid ou chaud. En anglais, ça se dit sea buckthorn et son jus est tellement orange que ça en est presque louche. Et c'est absolument délicieux. Et j'ai réalisé que c'était exactement ce jus que j'avais vu sur la route entre Sevan et Yerevan. Il y avait de petits stands avec des bouteilles en plastique contenant ce jus qui est apparemment plébiscité pour ses nombreux bienfaits. Notre guide nous a donc emmené découvrir tout ça, nous abreuvant de tonnes d'informations passionnantes, notamment sur l'histoire et les sujets géopolitiques actuels. Alors laissez-moi vous embarquer dans les miasmes politiques et historiques de l'Arménie. Well, the geopolitical situation in the region, it's very complicated because it's politics. Everywhere else, like. But I will try to give you very short the general information. What are the relations with our neighbors? What are the conflicts that we have? What are the intentions that we have? À travers le portrait des relations internationales qu'elle nous dresse du pays, je découvre au fur et à mesure que l'Arménie a des relations très tendues avec ses voisins. Commençons avec la Géorgie. On pourrait penser que les deux pays sont partenaires et se serrent les coudes, étant deux îlots chrétiens dans la même région. Mais en fait, leurs relations sont cordiales, sans plus, mais la frontière est ouverte, c'est d'ailleurs par là que je suis passée. Les relations politiques avec la Russie sont tendues, mais avec les Russes en eux-mêmes, c'est ok. Bon, en même temps, il y a tellement de touristes russes là-bas qu'il vaut mieux que ce soit ok, car l'industrie du tourisme fait vivre beaucoup de personnes à travers le pays. Pour ce qui est des relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, eh bien ça se complique. Les frontières sont fermées, rien ne passe, aucun échange et il y a une absence de relations diplomatiques. Tout d'abord parce que les deux pays refusent de reconnaître le génocide arménien de 1915, parlant plutôt de tragédie et de guerre civile,
Je vous expliquerai plus en détail le génocide, mais retenez que l'Empire ottoman a organisé la déportation et l'extermination de 1,5 million d'Arméniens, signant par là le premier génocide du XXe siècle. Mais il y a également des tensions bien plus récentes, notamment autour du territoire du Haut-Karabakh à l'est de l'Arménie. Majoritairement peuplé d'Arméniens, ce territoire qui est important religieusement et culturellement pour les Arméniens, était un territoire autonome sous l'ère soviétique, puis sous contrôle arménien jusqu'en 2020. Après 44 jours de guerre en 2020, l'armée azérie, donc de l'Azerbaïdjan, prend le contrôle des terres et suite à une offensive éclair en 2023, les séparatistes arméniens capitulent définitivement, ce qui entraîne l'exode de 100 000 Arméniens qui y vivaient. Bon, avec tout ça, vous comprenez pourquoi les frontières avec la Turquie et l'Azerbaïdjan sont fermées. Now the governments are trying to improve the relations and they're thinking about opening the border for third country citizens. Because the economy of Armenia is based on tourism. So this way we're trying to boost tourism so that you will not have to go to Georgia. Yeah. So directly you will have. Si vous regardez une carte de l'Arménie, vous verrez la frontière avec l'Azerbaïdjan à l'est, mais les deux pays ont aussi une frontière commune à l'ouest de l'Arménie. Il s'agit de la République autonome du Nakhitchevan, possédée par l'Azerbaïdjan. Ce territoire est ce qu'on appelle une exclave de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'elle est complètement dissociée du reste du pays. Le Nakhitchevan a longtemps été autonome, puis est tombé sous le joug de l'Empire russe au cours du 19e siècle. Après la chute de l'Empire en 1917, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le territoire et l'URSS décide de le placer sous protection azérie, ce qui est toujours le cas depuis. Et donc on peut aisément imaginer que l'Azerbaïdjan aimerait relier cette exclave au reste du pays, et c'est aussi le rêve de la Turquie. But the problem is not over now as well, because they want to have one road here. Yeah, Because they are to not reunite. connected. Okay. So if they have the road, they will be connected with the smaller part, and then you see the border here. Yeah, okay, The they same can plan go. that they had while doing the genocide. Les deux pays sont alliés et ils aimeraient créer un corridor reliant leurs pays afin de renforcer leur présence dans le Caucase. Et en fait, ils sont à quelques dizaines de kilomètres d'avoir réussi, il y a juste l'Arménie en travers de la route. Ils lorgnent donc vers les terres du sud de l'Arménie. Et c'est là que se trouve la dernière frontière de l'Arménie, celle avec l'Iran. Cette frontière est vitale pour l'Arménie, désenclavant le pays. Entre l'Iran et l'Arménie, les relations sont pragmatiques. Des pipelines de gaz iranien acheminés vers l'Arménie en échange d'électricité. Et surtout, l'Iran tient à cette frontière parce qu'elle s'oppose à l'idée de corridor entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui menacerait son intégrité territoriale. Voilà, le tableau est dressé et je reviendrai sur certains éléments plus tard. Dans le tour, on n'a pas que parlé de politique. On a aussi eu des insights sur l'économie, sur la culture, sur l'architecture, sur la gastronomie. D'ailleurs, si vous demandiez économiquement, le pays vit des transferts de la diaspora, du tourisme et d'un secteur de la tech en pleine expansion. So, Okay, I had just one last question. Could you just summarize like what is Armenia known for? So we talked about the cognac In the world? brandy. Okay. Yeah. So we're famous for our cognac. We're famous for our wine. Sorry. The Ararat Mountain. Oui. Because it's the visit card of Armenia. We have the best view from the Armenia to the Mount Ararat. We're famous for the oldest shoe of the world. We are famous for our carpets, long history, free water, and we're famous as the first Christian country, and the churches and the monasteries we have, and the food. And the food, yeah. Okay, nice. Thanks for And that. our hospitality. Okay. L'histoire du pays est plurimillénaire. Comme elle dit, c'est ici qu'a été retrouvée la plus vieille chaussure au monde. Concernant l'eau, c'est en effet un pays où c'est extrêmement simple d'en trouver, il y a des fontaines d'eau potable partout. Et vous aurez peut-être été étonné d'entendre parler de cognac, qui est censé être une appellation d'origine contrôlée désignant l'eau de vie de vin qui vient de Cognac en France. Alors premièrement, les labels de protection d'appellation n'étaient pas du tout respectés sous l'ère soviétique, ce n'était pas un problème de les utiliser. Le terme cognac s'est répandu en même temps que la production s'est développée en Arménie. Et d'après la légende, un brandy arménien aurait remporté une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1900, gagnant par là l'autorisation exceptionnelle de s'appeler cognac.
C'est une légende, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils en produisent beaucoup ici et ils l'appellent cognac, sauf à l'exportation où ça redevient le brandy arménien. Ma guide a aussi évoqué le mont Ararat, symbole du pays. Sur le tampon arménien que j'ai reçu sur mon passeport à la frontière, il y figure, reconnaissable entre tous. De nombreuses entreprises ont pris son nom, comme des banques, des hôtels, un producteur de brandy justement. Sauf que, petit détail, figurez-vous que le mont Ararat n'est pas en Arménie. Il est à 30 km de la frontière en Turquie. J'ai rencontré plus tard Alexia qui m'a raconté une anecdote qui circule à ce propos. Et il y avait une anecdote que j'ai lue où c'est un Turc qui a dit en arménien pourquoi vous avez encore le mont Ararat sur vos... Je sais plus si c'était sur votre tampon d'aéroport et sur vos billets alors que le mont Ararat ne vous appartient pas. Et l'Arménien lui répond vous avez bien un croissant de lune sur votre drapeau et pourtant la lune ne vous appartient pas. J'ai trouvé ça plutôt bien envoyé. En parlant de drapeau, j'ai trouvé celui de l'Arménie très beau. 3 bandes horizontales, rouge en haut, bleu et orange en bas. Le rouge symbolise le sang versé pour la liberté du peuple arménien. Le bleu symbolise la volonté des Arméniens de vivre paisiblement sous un ciel bleu. Et le orange symbolise la couleur des abricots, évoquant donc le travail et la culture. Pour votre gouverne, l'étude des drapeaux s'appelle la vexiologie et c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite, précisément depuis qu'on m'a offert un livre sur le sujet. On reparlera sûrement de drapeaux plus tard. L'anecdote dont je vous parlais m'a été racontée par Alexia, que j'ai rencontrée avec Augustin lors de mon passage au musée du génocide arménien. Oui, ça t'entraîne. Ouais. Bon, alors du coup, toi, ta famille était en Anatolie, c'est ça que tu me disais ? Oui, elle était en Anatolie, à Elazig. D'origine arménienne, Alexia revenait pour la première fois sur la terre que ses arrière-grands-parents avaient fui. Ok, et ensuite ils ont émigré vers l'Europe suite au génocide, c'est ça ? Ouais, en fait en 1915, donc il y a eu le début du génocide. Ils ont fui, sachant qu'une grande partie de leur famille s'est fait tuer ou massacrer ou sont morts de faim pendant la fuite ou de fatigue. Les fameuses colonnes dont ta grand-mère te parlait, c'est ça ? Voilà, et parce qu'ils étaient tous emmenés en colonne dans le désert pour fuir vers la Syrie. Et en fait, c'est un désert, ça s'appelle Erzur. C'est un désert où du coup il fait super chaud. Il y en a beaucoup qui sont morts de soif, de faim, de fatigue. Et mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, ils sont arrivés dans des camps en Syrie. Ils ont habité à Alep pendant 5 ans et ensuite à Beyrouth pendant 5 ans. Okay. Avant d'arriver en France dans les années 30, fin des années 20, début des années 30. Et du coup, toi, t'as grandi avec ces histoires-là. Comment, qu'est-ce que ça te fait de venir en Arménie aujourd'hui ? Après, moi, oui, j'ai grandi avec ces histoires-là depuis toujours, puisqu'en plus, je suis très proche de ma grand-mère et très proche de ses sœurs, de ma famille de ce côté-là. Après, j'ai toujours entendu dire que l'Arménie actuelle, c'était aussi une Arménie différente de là où venait notre famille. Comme déjà, c'est pas le même territoire et que surtout, les Russes étaient passés par là et que du coup, ils me disaient, même la langue a changé en fait. L'arménien, en fait, ma famille parle l'arménien occidental et la langue arménienne qui se parle ici en Arménie, c'est l'arménien oriental. Et du coup, oui, moi, ça me fait bizarre d'être ici, c'est sûr. J'ai découvert par la suite qu'il y avait une grande diaspora arménienne à travers le pays, et plus particulièrement en Russie, aux États-Unis et en France. D'autres Français que j'ai rencontrés en Arménie venaient faire comme Alexia une sorte de pèlerinage sur la terre de leurs ancêtres. Mais c'est en fait pas exactement la même terre. Avant le génocide, le peuple arménien s'étalait jusqu'au milieu de la Turquie actuelle. La famille d'Alexia venait par exemple de l'Anatolie qui est aujourd'hui en Turquie. Les terres arméniennes se sont réduites comme peau de chagrin et c'est un pays aujourd'hui très petit en comparaison avec sa grandeur passée. Il est donc temps pour moi de vous parler plus en détail de ce génocide. Impossible de parler de l'Arménie sans parler en détail du génocide, il est tellement présent dans la mémoire collective. Et s'il est aussi présent, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que la Turquie ne reconnaît toujours pas ce génocide alors que plus de 30 pays le reconnaissent officiellement, dont la France.
Ce qui a déclenché le génocide, c'est la volonté du gouvernement de l'Empire ottoman de l'époque, appelé les Jeunes Turcs, de créer un empire homogène. On parle aussi de pan-turquisme. Homogène, c'est-à-dire un pays où tout le monde parle la même langue, le turc, pratique la même religion, l'islam, et se plie aux mêmes règles. Les Arméniens, chrétiens, sont vus comme une menace intérieure, et en plus, ils sont accusés de sympathiser avec les Russes. Tout commence par l'arrestation et l'exécution de centaines d'intellectuels arméniens à Constantinople le 24 avril 1915, suivi de déportations massives vers le désert syrien, dans des marches de la mort, ces fameuses colonnes dont on parlait avec Alexia, ainsi que des massacres, des viols, des enlèvements et des famines organisées, le tout dans l'indifférence ou la complicité locale. Au total, on estime qu'1,5 million d'Arméniens ont été tués entre 1915 et 1917. Ces histoires ne sont pas du tout joyeuses, mais passionnantes et impossibles de passer à côté quand on rencontre le pays. À côté de ça, j'ai découvert une capitale plutôt joyeuse, fêtarde, avec des restaurants ouverts le jour comme la nuit, 7 jours sur 7. Je vous ai dit que j'avais pas réussi à trouver d'autres sur Couchsurfing en arrivant dans la capitale. C'est vrai, mais j'ai quand même été en contact avec quelqu'un qui s'est révélé être ma meilleure rencontre de mon passage en Arménie. Elle s'appelle Annie. Elle ne pouvait pas me loger tout de suite, mais elle travaillait dans un restaurant juste à côté de mon hostel et on s'est vus tous les jours et on s'est très bien entendus. Je vais pas mal vous parler d'elle, de son histoire et de ce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre à ses côtés, car je pense que son histoire singulière permet de comprendre plus globalement le pays et comment les gens y vivent. Sur ses conseils, j'ai visité un quartier de la ville nommé Konde. Balade dans le quartier arménien de Konde, il y a personne. C'est fou. Et j'ensuite déjeuné dans un restaurant, écoutez bien la musique. Vous avez sûrement reconnu Charles Aznavour. Il est né en France de parents arméniens qui avaient justement fui le génocide. Son vrai nom de famille était Aznavourian. J'ai appris que la plupart des Arméniens ont leur nom de famille qui se termine par Ian, ce qui signifie « fils de ». Ce suffixe s'orthographie plutôt YAN pour ceux qui habitent en Arménie et en Russie, et IAN pour les autres, en France par exemple. Bref, Charles, lui, il a préféré faire tomber ces quelques lettres pour en faire un nom plus simple à retenir, sans rien renier de ses engagements pour son pays d'origine. Il est très aimé en Arménie, j'entends souvent ses chansons, il a des rues et des places à son nom et même son propre musée. Yerevan a aussi été mon point de départ pour une excursion à la journée pour découvrir le sud du pays. Du coup, je me suis retrouvée dans un minibus avec des Russes qui étaient surtout intéressés par les dégustations d'alcool et par faire des photos d'elles partout où elles passaient. Bon, j'étais pas ravie de leur compagnie, surtout qu'elles ne parlaient évidemment pas anglais, mais au moins l'excursion m'a permis de voir plein de choses dans la même journée en me laissant guider. Et les choses à voir en Arménie, c'est principalement de très vieux monastères, dont le plus ancien est Khor-Virap, qui date du 4e siècle. Il est crucial car c'est là qu'aurait commencé la christianisation de l'Arménie. Et le plus beau, c'était le monastère de Noravank, situé dans une gorge spectaculaire en hauteur, se détachant sur la roche rouge. C'était vraiment magnifique et très impressionnant à voir. Et plus au sud encore, on a pris un téléphérique pour aller au monastère de Tatef. The cable to Tatef is 5,752 meters long, or about 3.5 miles. The highest point of the journey is 320 meters, and the average speed of the cabin is 36 kilometers, or 22 miles.
Dans la journée à sillonner le sud, c'est plein de paysages magnifiques qui ont défilé sous mes yeux. Et à nouveau, je suis frappée du peu de développement. Ce n'est pas très peuplé, il y a une seule route, parfois en mauvais état, avec seulement une voie dans chaque sens. Et c'est la route qui relie l'Arménie à l'Iran, avec à quelques kilomètres à droite et à gauche l'Azerbaïdjan. Je me trouvais donc dans ces terres si convoitées par la Turquie et l'Azerbaïdjan pour se créer ce fameux corridor. Après une dernière nuit en hostel, Annie me propose un plan juste fabuleux. M'héberger une nuit chez elle à Yerevan, puis passer le week-end dans sa famille à Vanadzor, une ville au nord du pays. J'accepte avec grand plaisir et grand honneur. Je m'apprête à vivre une expérience incroyable. La famille d'Annie se compose de sa mère, de sa sœur Anna et de son fils Maximus. Il a 3 ans et depuis le divorce, qui n'est d'ailleurs pas très commun en Arménie, le père de Maximus ne s'occupe jamais de son fils et il ne participe même pas financièrement à son éducation. La solution la moins coûteuse pour Annie est donc de laisser son fils chez sa mère et sa sœur. Elle revient 2 à 4 fois par mois et subvient à leurs besoins financiers. Quand je suis arrivée, on s'est rapidement mis à table, rejoint par une voisine. C'était un vrai régal et un super moment passé ensemble. They finished, but you can put little bit in your barbecue. What is it? Very good ketchup. Oh wow. We just celebrating Women's Day after because so now you are recording now. Yes. And it's very nice to have around very beautiful women with kind heart, with humanity, and with strong feelings, strong willness, and women who want to change the world in a good way. Yes. Yeah. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Ouh, ça va. Je suis hyper chanceuse d'avoir pu vivre ces 2 jours en immersion dans leur vie. J'ai découvert un immeuble plutôt délabré, l'appartement tout autant, une cuisine, un salon et une chambre. En arrivant, je me suis vraiment demandé comment on allait faire pour tous dormir. Mais surtout, il n'y a ni chauffage ni eau chaude. Quand j'y étais, la météo était maussade, il a même fortement neigé la 2e nuit et je peux vous assurer qu'il faisait pas chaud. Il y a un petit chauffage d'appoint à résistance dans le salon et c'est tout. Et pour l'eau chaude, une grande marmite d'eau est régulièrement sur le feu dans la cuisine. Il n'y a donc pas de douche, ça se passe avec un seau. Malgré ces conditions rudimentaires, l'endroit est chaleureux et évidemment, ses habitantes n'y sont pas pour rien. La sœur d'Annie était ravie que je sois là et elle m'a notamment partagé plein de musique arménienne qu'elle aime. And he's from Vanadzor. Every day, every time, this right. Elle travaille depuis ses 20 ans comme couturière dans une usine de confection. Et d'après ce que j'ai vu, elle passe son temps libre sur son téléphone à acheter des articles sur Temu et à les revendre. J'imagine que quand Annie n'est pas là, elle passe du temps à s'occuper de Maximus car la grand-mère est vraiment vieillissante. Elle m'explique que non seulement elle n'a pas de congé payé, mais surtout en fait elle n'a même pas de week-end. Les jours off qu'elle prend ne sont pas payés. Et c'est pareil pour Annie, si elle voulait, elle pourrait venir travailler absolument tous les jours au restaurant. J'ai donc pu rencontrer Maximus avec lequel je me suis tout de suite bien entendue. J'ai passé la majeure partie de mon temps à jouer avec lui, il est adorable et plein d'énergie. Mommy, Max, mommy. what do you say in French? Nothing. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Hello, mommy. Mama, hello, mommy. Hello, mommy. How are you? How are you? How are you? How are you? L'éducation là-bas n'est pas aussi stricte que chez nous. Ses heures de coucher sont approximatives, il s'est couché à chaque fois bien plus tard que moi pour vous dire. Les sorties sont optionnelles, l'alimentation est aléatoire et surtout il passe beaucoup de temps sur les écrans. Être avec cette famille m'a évidemment rappelé une fois de plus la chance qu'on a en France, le luxe dans lequel on vit et qu'on ne voit même plus. Rien que l'eau chaude et le chauffage sont un luxe que beaucoup n'ont pas, ou un endroit rien qu'à soi dans la maison. À ce propos-là, quand la nuit est tombée, j'ai enfin compris comment on allait dormir. Les pièces se transforment, la cuisine et le salon deviennent chambres à coucher, et pour ma part je me suis retrouvée dans la chambre, à dormir à 1 mètre de la grand-mère,
qui ronflait à en faire trembler les murs. Ces 2 jours ont été chaleureux et tranquilles, on a pas mal mangé. J'ai notamment goûté une délicieuse soupe à l'ortie. On m'a aussi fait goûter une boisson venue de Russie, le kissel, une boisson très épaisse de couleur rose chimique et apparemment très bonne pour la santé. Verdict, c'était vraiment dégoûtant. Heureusement, j'ai pu discrètement le faire disparaître dans l'évier quand tout le monde avait le dos tourné. Après ces 2 jours hors du temps dans la famille d'Annie, accueillie chaleureusement par sa mère, sa sœur et son fils, mais aussi par les voisines, j'ai repris la route pour ma dernière étape arménienne, Gyumri, la 2e plus grande ville du pays. J'y ai notamment retrouvé Alexia et Augustin pour mon plus grand plaisir, avec lesquels j'ai partagé un dernier repas avant que nos chemins ne se séparent. J'ai tranquillement visité la ville, ses jolies rues, un ancien fort construit en pierre noire dans lequel il était possible de rentrer comme ça sans aucune surveillance. J'ai mangé quelques spécialités et surtout je me suis renseignée sur comment je pouvais retourner en Turquie. Je vous l'ai déjà dit mais la frontière est fermée, j'ai donc été obligée de repasser par la Géorgie. Il n'y a aucun bus qui fait le trajet et je finis par dégoter un taxi qui accepte de m'emmener le lendemain jusqu'à la frontière turque en passant par la Géorgie, mais pas 1 centimètre de plus évidemment. J'accepte en me disant que je ferai du stop pour faire ensuite les 200 km restants. Enfin, en tout cas, chaque chose en son temps. Le lendemain, je quitte donc ce pays dont je ne connaissais rien et dont j'ai découvert certains visages. Mon impression générale, c'est que l'Arménie est un pays peu développé, meurtri par ce génocide dont la non-reconnaissance turque l'empêche d'avancer et avec de fortes tensions actuelles. 2 de ses voisins lorgnent sur ces terres du Sud et s'ils les obtiennent, le lien avec l'Iran serait rompu et une invasion lui serait fatale. Autrement dit, le pays pourrait simplement être rayé de la carte, partagé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et pas sûr que la communauté internationale fasse beaucoup pour eux. Et j'ai vraiment ressenti que tout cela reposait lourdement sur les épaules de ces habitants que j'ai trouvés souvent aux mines assez tristes, habillés en noir et pas si souriants que ça. Il y a une vraie fracture entre la capitale et le reste du pays et aussi entre les jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes, comme en Géorgie, ont leurs yeux qui brillent en regardant vers l'Europe, tandis que la classe politique et les plus âgés regardent plutôt du côté de la Russie. Mais l'Arménie, c'est aussi un exemple puissant de résilience, qui malgré les défis économiques et politiques, maintient son identité culturelle forte, ancrée dans sa langue, sa religion et ses traditions. De manière générale, je dirais que j'ai été assez impressionnée par ce que j'y ai trouvé. Mais d'un autre côté, je n'étais pas mécontente de m'extirper de tout ça et de retourner en Turquie, où j'ai retrouvé beaucoup plus de légèreté. Mais bon, ça, c'est pour la prochaine fois. Avant de terminer l'épisode, c'est le moment tant attendu du challenge auditif. Pour rappel, le son de la dernière fois était le suivant. Vraiment pas facile, bravo à celles et ceux qui ont trouvé, c'était les semelles de mes chaussures qui crissaient sur une sorte de carrelage, le revêtement qu'il y avait dans une église. Et voici votre nouveau challenge. Ah mince. J'attends vos idées par message. Et enfin, je vous rappelle que je prépare un épisode hors série pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur mon voyage, alors j'attends vos questions par message vocal. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, je vous embrasse très très fort, à bientôt.